Un record ou presque, en baisse de 7% sur un an, les naissances en France ont atteint au mois de mars dernier leur plus bas niveau depuis 1994, hors période de confinement, selon les derniers chiffres de l'INSEE. L'INSEE qui explique ce recul de la natalité à la fois par la diminution du nombre de femmes en âge de procréer, mais aussi par un taux de fécondité, donc le nombre d'enfants par femme, en baisse ces dernières années. Ce taux était de 1,8 enfants par femme en 2022, après avoir oscillé autour de 2 enfants globalement par femme entre 2006 et 2014. Alors voilà la question que je vous propose d'explorer, puisque c'est une véritable exploration que nous allons tenter cet après-midi avec mes 3 invités. Pourquoi les Français ont-ils de moins en moins d'enfants ? Eh bien voilà, je reçois aujourd'hui mes 3 invités qui sont Hélène Monet. Bonjour Hélène. Bonjour. Ravie de vous recevoir, approchez-vous bien de votre micro. Vous qui avez publié cet ouvrage « Avoir un enfant ou pas, les clés pour explorer son désir et ses peurs en toute liberté » aux éditions du Courrier du Livre. Alors, vous êtes psychopraticienne intégrative, vous êtes spécialisée dans la gestion du stress, les troubles du sommeil, l'anxiété, et vous avez fondé ce cabinet Self-Harmonia, dans lequel vous accompagnez des particuliers, notamment aussi des entreprises. Mais vous avez écrit ce livre, dans quel cadre, Hélène Monet ? Racontez-nous un petit peu. Alors, dans le cadre de ma patientèle, parce que ça fait quelques années que je reçois des femmes trentenaires pour la plupart, qui se posent la question de la parentalité à cause d'une histoire quelquefois très compliquée au niveau familial, ou parce qu'elles ont un conjoint qui n'est pas forcément enclin à cette parentalité, enfin pour de multiples raisons. Et j'accompagne ces femmes pour qu'elles se libèrent de leur souffrance intime, hein. C'est quand même ça le premier rôle d'un psychothérapeute intégratif. Souffrance intime devant avoir ou ne pas avoir un enfant. On sait à quel point cette question est parfois, et même la plupart du temps sans réponse, et complexe en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire. Blanche Stray, bonjour Blanche. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. De retour aujourd'hui dans cette émission En quête de sens. Vous qui êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pharmacien, vous chroniquez régulièrement pour Aletheia et RCF. Vous avez publié ce dernier ouvrage, ce magnifique ouvrage, Grâce à l'émerveillement, publié chez Salvatore tout fraîchement. Il se retrouve encore dans les bonnes librairies. Vous avez également publié d'autres ouvrages, Éclat de vie, Bébé sur mesure, Le monde des meilleurs chez Arte, si je ne me trompe pas. Vous êtes direction de la formation d'Alliance Vita. Vous réfléchissez régulièrement à ces questions, puisque on peut dire que vous êtes journaliste et que vous réfléchissez, comme nous, ici à Radio Notre-Dame, à tous ces questionnements, puisqu'il s'agit quand même d'un questionnement que vous posez très bien, Hélène Monet, si je peux me permettre. Avoir un enfant ou pas, il y a une époque qui est encore pas si loin que cela, d'ici, à une époque à laquelle on ne choisissait pas du tout d'avoir un enfant ou pas. C'était même pas une question, puisqu'il n'y avait pas ni la pilule, ni la PMA, etc., etc. Bref, nous sommes également en compagnie de François de Saint-Gly. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'Université Paris-Descartes, spécialisé en sociologie de la famille. Alors d'abord, s'il fallait répondre à cette question, pourquoi ? Vous qui êtes le sociologue ici. Pourquoi quoi ? Alors pourquoi quoi ? Pourquoi ce chiffre particulièrement c'est quand même pas anodin que ça arrive maintenant, que ce taux soit aussi bas maintenant. Certains parlent même d'un taux de natalité extrêmement bas, le plus bas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parfois, oui, c'est vrai que le titre de l'INSEE était quand même terrible. Enfin, terrible, non, mais attractif. Alors, c'est toujours très compliqué. Oui. On va faire simple. Non, mais parce qu'il y a aussi les problèmes. Il y a eu confinement, déconfinement. Alors, ça redémarre un peu. Normalement, sur une année, on ne fait pas de commentaires. Bon, là, justement, j'ai accepté parce que je pense quand même qu'il se passe quelque chose, y compris d'ailleurs, même pour les femmes qui acceptent d'en faire, je veux dire, échange de profil. Et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire sur cette souffrance, bon, pour moi, il n'y a pas que souffrance, enfin, on verra, hein, il y a à la fois des souffrances psychologiques, il y a aussi je pense, des facteurs sociaux, mais en tout cas, 93% de la baisse vient des femmes qui ont entre 25 et 34. Et donc, en fait, on a quelques plutôt jeunes femmes, mais l'essentiel, c'est justement j'allais dire des naissances, on pourrait dire tardives, hein, parce que je rappelle toujours que après 30 ans,
Balzac considérait que la femme était déjà très âgée. Absolument. Et donc, il y a aussi un problème de gros décalage de calendrier avec l'invention d'une classe d'âge, là qu'on voit, 25-34, mais qui est adulte, on a dit jeune adulte, etc., qui est quelque chose dans lequel, y compris le vrai travail, n'est pas forcément au rendez-vous. On demande toujours plus long et tout. Donc Plus d'études, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on oui, mais c'est ça. aussi Tout se quand on retarde, en croit autour de vous, je ne sais pas, mais autour de moi, je veux dire, même des gens qui ont fait des grandes écoles, on leur dit, mais il faudrait encore faire Ouais. 3 stages et tout. Enfin, c'est une jeunesse sans fin. Jeunesse sans fin, ça n'entraîne pas d'enfant. Ouais. Ça, c'est certain. Parce que l'enfant reste. Il y a plein d'autres choses dont je voudrais parler, après sur la baisse, mais reste, à mon avis, symboliquement, quand même une forme de stabilité dans l'existence. Alors, c'est pas forcément la stabilité que tout le monde pourrait rêver. Non, mais stabilité, ça peut être de faire un enfant seul, hein. Pour moi, stable ne veut pas dire famille stable ordinaire, mais c'est quelque chose où on se dit éventuellement que justement, on en est éventuellement capable. Mmh. Donc, c'est une forme. Il faut des conditions à la fois psychologiques, hein, c'est incontestable. Il faut aussi des conditions sociales. Donc, toute la société a fait en sorte qu'en fait, en ne maîtrisant absolument pas, de mon point de vue, cette fameuse classe d'âge, qu'on va dire 20-30 déjà, eh bien, on a repoussé l'âge adulte. C'est pas forcément les gens eux-mêmes qui en ont rêvé. C'est tous les mécanismes font que on repousse. Ben, on repousse, alors évidemment, mais je veux dire, la démographie montre toujours qu'il y a quand même une sensibilité au problème de calendrier. Ouais, Donc, on a ouais. quand même un effet de calendrier Ouais. qui n'est pas celui de la période, hein, mais qui est très, très sensible parce que c'est la même chose. On va voir qu'après va se mêler d'autres choses, mais je Voilà. veux pas Blanche accaparer. Trèves, comment observez-vous les choses, vous, de votre petite lucarne à vous, en tant que femme, que mère, que observatrice? au Oui, fond et puis à la formation d'Alliance Vita aussi, Oui. on observe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs, je pense, dans ce phénomène de baisse de la natalité. Il y en a plusieurs qui ont été déjà évoqués. Je crois qu'il y a la question du lien qui, pour moi, est assez primordiale. On n'est pas une mère toute seule, en fait. Il y a la question du père, évidemment. Il y a la question de la famille au sens un peu plus large. Il y a la question du regard aussi de la société qui crée beaucoup de nouvelles normes autour de la procréation, qui sont des injonctions qui sont parfois lourdes à porter, qui sont aussi anxiogènes. Cette idée qu'il faudrait par exemple tout maîtriser, c'est très anxiogène parce que voilà, il y a toujours un pari sur la vie quand on devient parent, quand on veut donner la vie. Il y a cette question du lien fragilisé avec les familles de plus en plus éclatées. Et quand on regarde les causes qui sont évoquées par les personnes qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants, il y a beaucoup la peur des peurs et la peur de manquer de soutien aussi. Ouais. Et puis donc il y a cette question de nouvelles normes procréatives. Il faut effectivement attendre d'avoir D'avoir une super vraie stabilité, effectivement. On l'entend tout le Et temps. donc ça. on reporte de plus en plus Profiter les de la vie grossesses. avant aussi, on Oui, il l'entend y a aussi. cette question-là beaucoup, Catho ou pas, hein, effectivement. Oui, absolument. confondu. Ça, c'est en tout cas la première cause qui est évoquée dans le sondage de Elle. On en reparlera peut-être. Ouais. Cette question de ne pas vouloir laisser de place à d'autres dans sa vie personnelle pour voilà, garder ce qu'on croit être finalement sa liberté. Ça, c'est vrai que c'est des nouvelles injonctions. Puis je crois qu'il y a quelque chose de très fort aussi, on en reparlera peut-être, mais c'est une forme de désenchantement aujourd'hui, je trouve, du regard sur la maternité, pas seulement sur la grossesse. Et là, d'ailleurs, il y a des choses positives. Regardez plus la difficulté du postpartum, je pense que ça, c'est très important. Mais la question de la féminité, de la maternité en tant que telle, je pense que on regarde pas assez tout ce que ça apporte à la femme d'être mère, en fait. On regarde beaucoup la charge mentale, Les ce qu'on croit contraintes. perdre, les contraintes. Mais en fait, devenir parent, ça apporte aussi beaucoup de choses, même dans les capacités professionnelles, dans l'adaptabilité, dans la capacité à gérer plus de choses, la capacité à faire de la place à l'autre. Ça, c'est Elle va faire monter le absolument... taux. Elle va faire monter le taux. Non, mais moi, je Blanche. crois que si on disait plus aux femmes, n'ayez pas trop peur parce que vous n'allez pas perdre en compétences, vous allez en gagner beaucoup et qui seront aussi très utiles dans la vie professionnelle que vous pourrez retrouver derrière.
déjà on aurait moins peur et déjà il y aurait plus de confiance et finalement de positif aussi autour de toutes ces questions dans notre société. Non, mais vous avez raison. Non, mais je voulais dire simplement que les femmes reçoivent un message objectif, parce qu'elles ne sont pas plus idiotes que nous. Rapprochez-vous bien de votre micro, cher François. Si je n'ai pas ramené tout, mais je veux dire, en permanence, une femme qui a déjà 2 enfants, dès un enfant, elle va être soupçonnée et tout. Donc, je veux dire, quand même, la faiblesse, les entreprises ne reconnaissent pas ce que vous venez de dire. C'est dommage, et oui. Oui, non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi s'adresser pas simplement aux femmes, je dirais, c'est aux entreprises. C'est-à-dire que ce sont des formes c'est des formes de compétences, justement, y compris relationnelles et tout. Mais regardez, sur le fond, la compétence relationnelle, le fameux Alors, on va peut-être en parler après, si ça vous ennuie pas, parce que j'aimerais beaucoup qu'on ait l'écho quand même pour cette première question. Hélène Monet, vous, alors là, pour le coup, vous décryptez carrément ce phénomène. Au-delà de cela, vous posez la question très intime de vouloir ou ne pas vouloir. On parle même maintenant du regretting mother, du fait de regretter. Ça peut paraître affreux comme ça, je le dis en tant que Marie-Ange, mais bon, en tout cas, ça existe. Donc, c'est un phénomène de notre société. Hélène Monet, vous parlez, alors c'est pas vous, la Charline Schmerber, pardon, qui préface votre ouvrage, dit « Décider de donner la vie à un enfant ou de ne pas en avoir nécessite de faire preuve de courage ». On en est arrivé là aujourd'hui, mais avant, c'était... Alors, je ne veux pas revenir à avant, mais c'est vrai que c'est nouveau, cette question. C'est nouveau. On peut se permettre de décider ou de ne pas. Est-ce que ce n'est pas ça, d'abord, qui nous met une pression folle par rapport à cette question de la maternité, qui doit donc être parfaite puisqu'on l'a choisie? Oui, alors, cette histoire du choix, elle ne date pas d'hier. Moi, je pense que fondamentalement, dans le cœur des femmes, dans l'inconscient collectif des femmes, comme disait Jung, il y a toujours eu cette espèce d'inclination à avoir une vocation de maman ou pas. Il y a toujours eu chez moi, selon moi, je veux dire, une ambivalence. Chez moi aussi d'ailleurs, lapsus. Il y a toujours eu une ambivalence, à mon avis. La seule chose, c'est qu'elle était taboue. On ne l'exprimait pas. Il fallait la survie de l'espèce, il fallait pas le choix. Aussi ne pas être montré du doigt par la génération précédente, etc. Moi, j'ai entendu dans ma jeunesse, je ne suis pas si vieille que ça, mais j'ai entendu ma mère me dire « tu seras vraiment femme quand tu seras mère ». On a tout entendu. Donc ça m'a complètement révoltée d'entendre ça. Et chez mes patientes, je remarque aussi que, et ça je voudrais beaucoup insister là-dessus, c'est que ce qui a changé la donne, c'est l'éco-anxiété. C'est l'apparition d'une planète en danger. Et on se dit, bien sûr, très légitimement, quelle planète on va laisser à nos enfants. Mais moi, je dis souvent à mes patientes, quels enfants vous voulez laisser à votre planète? C'est-à-dire qu'il y a une éco-parentalité à trouver. Il y a une inventivité dans ce domaine-là. On ne peut plus, à mon avis, élever les enfants aujourd'hui comme on les élevait il y a ne serait-ce que 20 ans. Et ce qui peut, à mon avis, redonner de l'espoir, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Blanche, sur la compétence que la parentalité apporte aussi bien chez les hommes que chez les femmes, d'ailleurs. Il ne faut pas faire de distinguo là-dessus. Je pense qu'il y a une créativité à trouver, une innovation pour élever des enfants qui soient beaucoup plus forts par rapport à la notion de l'incertitude, leur apprendre à gérer leurs peurs, à gérer leurs émotions. Ça me semble absolument crucial, quelle que soit la frange sociale à laquelle on appartient. Et juste pour chrétien rebondir, ou pas. Merci infiniment pour cette introduction, Hélène Monet. Vous, voilà, ne tombiez en même temps que votre livre. Par rapport à ce que disait tout à l'heure François de Singly, c'est assez intéressant autour des espèces d'âge... l'enfance qui se prolonge, est-ce que ça a un impact psychologique de votre point de vue? Est-ce que c'est vrai que ça joue? Alors, moi, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a les études, effectivement, plus longues pour certaines, mais il y a aussi l'engagement professionnel où il est évident que les célibataires, femmes, ont beaucoup plus d'avantages par rapport aux mères
par rapport à la place qui leur sont faites dans les carrières professionnelles. Et donc, je pense très sincèrement qu'il y a aussi un rôle à jouer par l'entreprise au niveau de la maternité, de la parentalité de façon générale, parce que bon, les congés de maternité ou de paternité, c'est très bien, mais quand on voit qu'on n'a pas vraiment intégré ce que veut dire la charge mentale d'une femme qui est mère dans l'entreprise, dans son emploi du temps, dans son potentiel de productivité, tout simplement, on est très, très en retard, me semble-t-il, à ce niveau-là. Il y a un pays en avance ou pas? Non, pas encore. Hein. C'est difficile à dire. Disons que les pays du Nord, on les cite souvent, les pays scandinaves ont une longueur d'avance, me semble-t-il, la Suède et la Finlande en particulier. Mais bon, je ne suis pas assez compétente pour répondre sur ce sujet. François de Singly, juste après, si vous le permettez, Vivaldi, n'est-ce pas? Vous voir cet extrait de cette sonate opus 2, numéro 3, si vous le permettez, violon. Pour violon et basse continue, Corrente, à tout de suite. Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous parlons de la baisse de la natalité. Pourquoi les Français ont-ils de moins en moins d'enfants? On en parle avec nos 3 invités du jour qui sont Blanche Streb, François de Singly, Hélène Monet. François de Singly, on peut mentionner votre ouvrage dans lequel il y a énormément d'éléments pour comprendre justement ce phénomène. Sociologie des familles contemporaines dans le 128 Tout le savoir chez Armand Collin. C'est ça qui a été réédité pour la 7e fois. Bravo. En tout cas, réédité et assez transformé parce que depuis la première édition qui est de 93, j'apprends à personne, mais la famille, c'est l'intérêt d'ailleurs de mon sujet, c'est qu'il va plus vite que moi. Ouais. Et effectivement, on a besoin de vous justement pour nous... Mais justement, il y a quand même une chose, parce qu'il y a, je suis d'accord sur l'éco-anxiété, il y a plein de choses. Ouais, des raisons. Il y a les entreprises. Moi, je voudrais aussi rajouter une chose presque en tant qu'observateur, père, grand-père et tout, et fils. Ma maman, catholique, 6 enfants, était au foyer et tout. J'ai aucun souvenir. Bon, je faisais signer pour mes frères et sœurs, pareil, dans l'enseignement libre. Bon, il fallait qu'on travaille, on travaillait, ça allait. Mais jamais elle m'a dit, ce soir, on va revoir ce que tu as fait, etc. Et tout. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le poids de la scolarité est quelque chose d'invraisemblable. Entre moi en tant que fils, moi en tant que père, déjà, j'étais un peu, j'essayais de relâcher un peu, enfin non, j'étais même présent et tout. Je vois là, chez mes petits-enfants, ces préoccupations, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément des maternelles. Dès la crèche. Non, mais même là, attendez, je vois, j'ai un petit-fils en collège. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Mais collège, je me dis, l'année dernière, un de mes petits-fils en 6e, je veux dire, il était surchargé mentalement, comme j'ai jamais été, même en terminale. Donc, il y a quand même quelque chose, à mon avis. Et après, l'invention, et on ne le dit pas, puis on ne le montrera jamais, c'est très difficile de trouver, de le montrer statistiquement, mais l'invention de Parcoursup, ça fait 100% d'angoisse dans toutes les familles, même bourgeoises, qui étaient relax avant. Non, mais je veux dire, oui, c'était au moins l'avantage. C'est qu'il n'y avait pas le problème, tandis que là, je ne vais peut-être pas avoir... Il va falloir que je parte à Dijon au lieu de partir que j'aurais voulu partir. Enfin, ça fait un truc qui dure depuis dès l'entrée du lycée. Dès l'entrée du lycée, ça compte et tout. Mais on ne se précipite pas, donc c'est même pas le déclin de la planète. C'est à chaque fois, on augmente des contraintes. Alors, je ne parle pas sur les normes éducatives. Mon enfant se tait à table, donc il a un problème. Non, mais ce que je veux dire, on a une densification, vous l'avez dit, mais j'insiste, pour moi, énorme, je pense excessive, des normes éducatives et scolaires, de telle sorte que déjà en avoir 2, des fois, ma dernière fille en a 3. J'en ai eu 3. Alors, je sais bien que je suis un homme, mais je dis à mon épouse, mais
comment on a fait, parce que rétrospective, en fait, c'était moins lourd. Ouais. Et pourtant, elle était active à temps plein, etc. C'est vrai que quand Il y a on voit... une pression absolue. Alors, tant qu'à faire, justement, toujours dans Parcoursup, apprendre une langue supplémentaire. L'augmentation, par exemple, après 68, de toutes les écoles de musique. Non, mais la scolarisation des temps non scolaires. Moi, je me suis ennuyé pendant mon enfance. Vous avez eu cet honneur, cette chance. Vous Oui. avez eu cette chance. Hélène Oui. Monet, c'est intéressant parce que, par exemple, Marie, alors il y a plusieurs témoignages passionnants dans notre ouvrage parce qu'on se retrouve forcément dans l'un des cas, hein, je vous préviens, mesdames ou messieurs, mais là, c'est mesdames. Vous voyez, par exemple, voilà, la pression qu'on peut se mettre, mais la vie est quand même dure aujourd'hui et Dieu sait que les ambivalences aussi vont bon train. Vous vous rappelez de, peut-être pas forcément de tous les témoignages, si Marie, 38 ans, bien. ça va Cette femme qui est tiraillée, c'est tellement la femme d'aujourd'hui, quoi, hein, qui s'est mariée, alors voilà, de milieu catho, etc. Les traditions comptent beaucoup, on voit à peu près le profil. Elle a évolué dans sa carrière professionnelle. Et là, peut-être, n'attendait-elle pas cet enfant dans ce programme qu'elle s'était fait peut-être de... en fait, on a l'impression que parfois, c'est difficile d'être un peu empêtré entre ce qu'on a hérité de nos parents, ce dont on a hérité de nos parents, et puis la vision de l'amour des enfants, voilà, les injonctions dont vient de parler à l'instant François de Singly. Tout ça est tellement complexe et difficile à digérer. Au fond. Alors, dans le cas de Marie, qui est très particulier, c'est une aristocrate qui a épousé un politicien, qui est cadre CSP+, comme on dit, dans une grande entreprise. En fait, elle avait une pression énorme socialement et je dirais transgénérationnelle de la pérennisation du nom de son mari. C'est-à-dire qu'il s'agissait absolument d'avoir une dépendance pour que le nom soit toujours vivant. Ça, c'est une injonction qui existe dans certains milieux beaucoup plus qu'on ne peut croire, notamment par rapport à certaines cultures, pas seulement la culture aristocrate, mais je parle aussi du cas de Jessica, qui est de culture juive et qui a cette pression aussi de sa maman, dont les ancêtres ont hélas péri à cause de la Shoah et qui a une nécessité d'enfanter aussi, une pression importante. Et donc, de ce fait, chaque cas est particulier, bien sûr, mais il y a aussi certaines exigences qui sont absolument traumatisantes pour un certain nombre de femmes et qui peuvent même les amener à regretter effectivement quelquefois d'être mère. C'est le cas de Marie. Oui, tout à fait. Et à l'encontre de tout ce qu'on nous dit aujourd'hui en 2023. C'est ça qui est très intéressant, parce qu'on a tous quelque chose qui relève des racines de nos ancêtres, forcément, proches ou lointains. Mais Blanche Trèbe, effectivement, c'est ce genre d'exemple parmi d'autres. Hein, voilà, des raisons qui peuvent nous faire soit regretter, soit hésiter. Autour de nous, il y en a plein. C'est des conversations que n'auraient sans doute pas eu nos grands-parents, voire nos parents ou nos arrière-grands-parents. C'est vrai, on voit qu'au Petit Parc, on ne parle que de ça, les sorties d'école, on se compare, c'est dur, et puis à la maison, et puis ceci, et ça devient un vrai sujet. Voilà, la charge mentale, c'est presque, c'est presque un sujet aussi médical maintenant. C'est devenu un sujet de. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on vivait peut-être mieux avant qu'on invente la charge mentale, parce que moi, quand j'étais plus jeune, ce mot-là n'existait pas, et maintenant qu'on l'a inventé, ce mot, je trouve qu'on le met à toutes les sauces, mais il y a toujours eu quand même une charge mentale, enfin, je veux dire, des difficultés, des quotidiens lourds à porter pour les hommes, pour les femmes, enfin voilà. Après, ce qui est nouveau, et vous l'avez très bien dit, c'est aussi toutes ces normes éducatives. On veut en faire beaucoup. Moi, je vois parfois des parents qui sont pratiquement esclaves de leurs enfants. Il y a un rapport assez étonnant qui s'est mis en place, où là, pour le coup, effectivement, on peut avoir un vrai sentiment de perdre sa liberté. Et puis, on a beaucoup dit le mot injonction, mais c'est vrai que c'est impressionnant comme aujourd'hui, cette question-là, qui est aussi normalement relativement intime, quand on entend les pressions de la famille et tout ça, il y a quelque chose qui est assez difficile, je trouve, c'est que c'est aussi quand même une histoire intime du couple. Et au fond, il y a comme une autorisation aujourd'hui de toute la société, de tout le monde, de regarder la question familiale de tout le monde. Quand on n'a pas un enfant tout de suite, quand on se met en couple, alors qu'est-ce que vous attendez? Quand il y en a trop, c'est pareil. C'est pareil. Quand ils sont trop rapprochés, je vous dis même pas. Quand la femme est trop jeune aussi, c'est hyper difficile. Nous, on le voit
à Alliance Vita, on écoute beaucoup les femmes qui ont des grossesses inattendues. Quand la grossesse arrive trop jeune, c'est une vraie question. Ouais. Les femmes se disent, je suis trop jeune, Ouais. alors qu'elles Et donc, elles sont seraient en capacité. Mais en fait, toutes ces normes qui nous envahissent l'esprit, finalement, nous volent, je trouve, une forme de liberté aussi, une forme de pari aussi sur la vie, comme je disais tout à l'heure. Et puis, aujourd'hui, on est quand même dans une situation, une société où les normes procréatives en tant que telles sont en train de beaucoup bouger. Et ça, on n'en est qu'au tout début. Et je pense que c'est un phénomène qui va être très intéressant aussi pour vous à étudier. C'est qu'aujourd'hui, on regarde la procréation comme devant être toujours programmée. On parle de planification familiale, on parle de projet parental. Aujourd'hui, une femme, quand elle arrive chez le gynéco pour un début de grossesse, la première question qu'elle entend en général, c'est est-ce que l'enfant est désiré ou pas ? C'est la première question. Et on catégorise comme ça les grossesses. C'est assez difficile. Et finalement, cette pression-là, elle fait que c'est plus difficile pour tout le monde aujourd'hui d'accueillir l'inattendu, d'accueillir l'imprévu. Et ça, c'est assez nouveau. Et je pense que ça, c'est assez difficile aussi à vivre et très, très anxiogène pour les femmes. Dans tous les cas, d'ailleurs. Pour les couples, et en particulier pour les jeunes qui constatent ça autour d'eux, qui ne sont pas encore forcément toujours en couple, mais qui se disent, parce qu'ils entendent parler que de charge mentale, de répartition des tâches. Voilà, exactement. Franchement, est-ce qu'on donne envie quand on est des familles, des parents Ça aussi, c'est une vraie question. Comment on fait aussi pour rayonner quand on est une famille ? Parce qu'on vit des belles choses en famille. C'est quand même un lieu de lien. C'est la première valeur aussi pour les Français. L'année dernière, il y a eu une enquête sur le sens de la vie menée dans 17 pays, 20 000 personnes. La première chose qui sort dans le sens de la vie, c'est sa famille, quoi. Donc c'est quand même toujours une valeur première. Et puis, je ne sais pas si vous suivez, moi je ne suis pas parce que je n'ai pas la télé, mais il y a une émission Famille XL sur TF1 qui passe. J'en entends parler parce que je connais un couple qui y participe, ils ont 6 enfants. En fait, les gens, ils adorent regarder ça. Alors qu'on parle de charge mentale, tout ça, mais de regarder des familles où il y a 6 enfants, où c'est un peu le bazar, mais où finalement c'est sympa, ils s'apprennent des trucs. Enfin, c'est des tribus vachement soudées. En fait, ça fait quand même vachement rêver puisque les gens regardent. Donc, il y a tout ça qui se mélange un peu. Voilà. Donc, il y a cette ambivalence. On a cité le mot d'ambivalence. C'est vrai, c'est tellement vrai pour chacun de nous, en fait. Hélène Monet et François. Oui, je voudrais intervenir quand même sur un mot qui n'a pas été beaucoup prononcé jusqu'alors. C'est le mot de désir. Le désir d'enfant qui est à la fois, bien évidemment, conscient et inconscient et qui nécessite, à mon avis, quelque chose qui a à voir avec l'auto-bienveillance, avec la foi en soi-même, avec l'envie de transmettre quelque chose, de transmettre des choses qu'on a intimement compris de la vie et qui sont extrêmement précieuses. Donc, dans l'intimité de mon cabinet, je dis toujours à mes patientes, parce que c'est essentiellement des patientes que je reçois, je leur dis toujours, mais regardez l'unicité de votre être, comme elle est précieuse. Le monde n'était pas le même avant vous, il ne sera pas le même après vous, mais ce sera la même chose quand vous donnerez la vie. Donc, questionnez votre désir, votre force de vie, et vous trouverez la réponse. Alors après, il y a aussi le côté pratique. Est-ce qu'on trouve le papa au bon moment ? Est-ce qu'on a les bonnes valeurs ? Est-ce que ce papa est suffisamment fertile ? Il faut quand même le dire, parce que la fertilité masculine baisse, hélas, d'année en année. Donc, il y a aussi toute la part du père. Quelle place on lui donne en tant que mère ? Quelle place on lui donne en tant qu'amant ? Quelle place on lui donne en tant qu'aide domestique, etc. Il y a tout ça à repenser. Je pense que la créativité parentale, elle est extraordinairement importante dans ce désir d'enfanter. François de Singly, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, toutes ces réflexions ? Beaucoup de choses, mais il y en a une sur laquelle, enfin, l'enquête ne le dit pas ici, hein, ça c'est une des limites d'ailleurs, parce que sans doute qu'ils ont les chiffres, c'est cette baisse n'est pas, et c'est une des spécificités de la France par rapport à d'autres pays, même si la baisse est générale. La France se caractérisait par le fait que le pourcentage de femmes qui ne désiraient pas d'enfants était beaucoup plus faible que dans les autres pays.
Et donc, il peut y avoir baisse. Non, parce qu'il c'est pas con. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a sous le désir? C'est ça la vraie question. Non, pas seulement. Non, mais Expliquez-vous. moi, je l'exprime pas comme ça. C'est-à-dire, on peut très bien avoir un désir d'enfant pour les femmes, donc ici, mais au lieu d'en avoir 3, d'en vouloir 2. Ça ne veut pas dire forcément. En vouloir moins qu'avant. Ah oui. Ça, non, oui, déjà, on a eu la disparition une tendance des familles lourde. nombreuses tendanciellement et tout. Ouais. Non. D'accord. Parce que les chiffres en France, on ne le dit pas assez, parce que ça fait après, tout le monde se moque, parce que c'est des virgules et tout. Et si la France était un peu supérieure au niveau des chiffres de fécondité et tout, c'est parce qu'en fait, le modèle n'était pas 2, il était entre 2 et 3. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai commencé il y a bien longtemps la sociologie de la famille, 1970, je veux dire, c'était 2 ou 3. Et 3 n'était pas... c'était justement avec le poids des normes, tout ça et tout. Bon, aujourd'hui, on ne va pas reprendre, je suis d'accord sur charge mentale, juste une petite parenthèse, c'est quand même intéressant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît le terme. En fait, c'est un terme inventé par une sociologue dans les années 70. Personne ne l'a entendu à ce moment-là. Moi, je l'ai lu. Non, mais parce que c'était personne ne l'a entendu à ce moment-là. Mais entendu au sens public et tout. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on a l'histoire d'un concept qui est là, qui dort, et puis tout d'un coup, socialement... Mais je pense, justement, c'est pas parce qu'on l'a inventé, parce qu'il était là déjà, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une forme d'évidence pour moi de cette lourdeur du fait que de faire des enfants, alors il y a la logique de l'avenir, mais aussi de leur avenir proche, de se dire... Mais et prépondérant. Quelque chose qui est... Là, je ne suis pas dans les logiques d'égalité qui interviennent aussi, hommes-femmes et tout, mais cette norme, il y a quelque chose de paradoxal. Pomme d'Api, Bayard Presse, mais à l'époque encore Bonne Presse, 1965. C'est justement la transformation des normes éducatives, pris d'ailleurs sur Montessori, puis on va voir Dolto, etc. Une attention presque continue à l'enfant. Le début de l'enfant roi, en fait, en résumé, on peut dire ça comme ça. Non, du développement de l'enfant qui était unique, même dans une famille nombreuse. On ne doit plus dire « je suis 6e ». On dit je suis François », c'est pas la même chose. Le paradoxe, donc le paradoxe, c'est arriver au moment où déjà c'est pas complotiste, mais c'est arrivé exactement au même moment que les statistiques de l'entrée des mères salariées. Parce qu'avant, les femmes arrêtaient même. Effectivement, c'est paradoxal. Ah non, mais on voit les deux courbes et tout. Et donc, on est totalement sur une forme de double contrainte. Réussis ta vie, réussis tes enfants. Et le problème, c'est que la définition de l'enfant, ce qui est rarement dit au moment de la natalité, on dit que c'est un enfant qui arrive. Mais non, c'est un enfant d'aujourd'hui. Et les enfants d'aujourd'hui sont d'une lourdeur, entre guillemets, non, c'est pas élégant ce que je dis, mais d'attente, de demande d'attention. Oui. Pas possible. Attendez, si vous le permettez, mesdames et messieurs. On ne changera pas le monde, figurez-vous. Dommage pour vous, François. Zoé Avril, à tout de suite. Merci Zoé Avril. On ne changera pas le monde. Un petit peu quand même, je l'espère, individuellement, l'espérons-le en tout cas. Pourquoi les Français ont-ils de moins en moins d'enfants? On en parle aujourd'hui avec Hélène Monet, qui est venue avec son ouvrage passionnant « Avoir un enfant ou pas » aux éditions du Courrier du Livre. François de Singly, sociologue. J'ai pas dit que vous étiez psychopraticienne, Hélène Monet. François de Singly, sociologue, qui a réédité cette sociologie des familles contemporaines. Passionnante évolution justement de ce rapport au désir d'enfant, à la maternité, à la famille tout simplement. Dans cet ouvrage publié aux éditions Armand Collant, Sociologie des familles contemporaines, et puis Blanche Streb, ici présente, essayiste, journaliste, qui a notamment écrit beaucoup d'ouvrages autour de l'émerveillement. Bébé sur mesure également, le monde des meilleurs chez Artege. Vous qui dirigez la formation d'Alliance Vita, vous êtes venu aussi à ce titre aujourd'hui. La grâce de l'émerveillement, publié chez Salvatore tout fraîchement, on peut le mentionner également, puisque effectivement, on l'a dit, c'est quand même une joie et un émerveillement d'avoir des enfants, des amis. Bref, on a encore beaucoup de choses à évoquer. Nous essayons de comprendre tout doucement, mais sûrement pourquoi les Français ont-ils de moins en moins d'enfants. Une espèce de désenchantement, c'est ce qu'on a. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on en donne aujourd'hui, cette espèce de maternité bourrée de charges mentales, de contraintes, d'esclavagisme et autres.
justement, Hélène Monet, vous évoquiez à l'instant la question de l'individualisme à tout craint. Il y a effectivement, on l'a évoqué, mais c'est vrai que on pense qu'à sa gueule, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu ça qui fait qu'on n'a pas du tout envie d'avoir un autre être qui bousille notre vie. Oui, on peut le dire comme ça, mais moi je dirais surtout qu'on fait ce qu'on peut pour essayer de trouver sa voie, de trouver sa vocation d'être. Et en psychothérapie, le but, c'est quand même de savoir qui on est, deviens qui tu es, disait Jung, hein. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon sens, permet d'augmenter un désir de parentalité si on a vraiment conscience de la part de créativité qu'on a dans sa vie. Parce que la créativité, elle passe par l'enfant, mais elle passe par plein d'autres choses. Bien évidemment. Hein. Moi, je parle de mes bébés de papier, par exemple, qui n'aient pas d'enfant. Moi aussi. Et je crois que c'est très important de définir ce pourquoi on est fait. On est fait pour avoir des enfants ou pas. C'est pas automatique. D'accord. Ce n'est plus automatique, chez la femme en tout cas. Et chez l'homme, ça l'est pas moins. Je veux dire, bon, ce questionnement, il est d'autant plus important qu'on a non seulement cette histoire de charge mentale dont on parlait, mais aussi parce que on a à sa disposition, en Europe, en France, une quantité de ressources internes et externes qu'il nous faut explorer avant de se dire, voilà, je suis prêt à être maman ou à être papa. L'est-on jamais? Blanche. L'est-on jamais? Non, mais c'est vrai, il y a un appel personnel aussi, voilà. Mais je pense si on réfléchit plus aussi à la question de l'enfantement d'un point de vue société, d'un point de vue politique, philosophique, ce que moi j'avais envie de rajouter quand même, c'est qu'est-ce que l'enfantement apprend à une société? Des choses absolument essentielles. Un enfant, quand il arrive dans le monde, qu'il ouvre les yeux sur le monde, je crois qu'il ouvre les yeux du monde sur le monde. L'enfant, c'est celui qui n'est pas comme on s'attendait. Il nous réapprend la vulnérabilité, l'interdépendance, le fait de ne pas être parfait. C'est l'imprévu total, l'enfant, et c'est quelque chose de merveilleux. Puis l'enfant, il nous redit, quand il regarde le monde, que tout est merveilleux, tout est à découvrir, à apprendre, à changer. Il nous re-questionne sur le sens des mots, le sens des choses. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire que cette transmission, que cet accompagnement. Et vraiment, ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on revalorise pas assez, en fait. Ce nouveau, ce regard où rien n'est impossible pour un enfant, où tout est découverte, c'est aussi quelque chose qui est offert après aux générations d'au-dessus, les parents, qui peuvent remettre dans leur manière de vivre, d'être, de travailler, même aussi pour remettre sur la question du lien avec la carrière, qui est quand même très importante aussi aujourd'hui dans cette problématique-là. Donc vraiment, se redire le nouveau qu'apporte l'enfant est absolument fondamental pour ne pas s'endormir, pour ne pas être une société sans créativité et sans espoir, parce que l'enfant, c'est aussi l'espoir. Une société en burn-out. Oui, et puis en fait, pour qui on a envie d'être meilleur, pour qui on a envie de changer le monde, pour qui on a envie d'accoucher d'un monde meilleur, c'est bien pour ceux qui nous suivent, en fait, moi je trouve. En tout cas, l'énergie positive que donne le fait qu'il y ait des enfants, prendre soin d'eux, les ouvrir à être aussi ce qu'ils doivent être. Moi aussi, j'aime beaucoup Deviens qui tu es. Vraiment, je crois que c'est une énergie positive pour nous donner aussi envie de progresser dans nos questions écologiques, dans nos questions sociétales complexes, etc. Pour eux, en fait, le meilleur peut venir aussi. Et je ne sais plus qui disait à l'instant, en rebondissant sur ce que disait François de Singly tout à l'heure, le mot burn-out et gestion du stress est apparu à peu près en même temps. C'était vous, Hélène Monet, tout à l'heure, qui le disiez. Oui. Ça, c'est pour poursuivre sur le paradoxe qu'évoquait tout à l'heure François Moi, de Singly. j'ai exactement dans ma patientèle, au même moment, des femmes qui venaient me consulter parce qu'elles ne savaient pas si elles voulaient être mères ou non, et des femmes qui me consultaient parce qu'elles elles sortaient à peine d'un burn-out, ou elles étaient en train d'en sortir. Ça a été tout à fait conjoint. Alors, à mon petit niveau, sociologiquement, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais en tout cas, moi, je l'ai constaté. Voilà. Ouais. François de Singly, ça vous inspire quoi, ça, pour le coup, cette observation? C'est vrai que burn-out, c'est aussi pour moi surprenant. Alors là, franchement, je veux dire, si on prend l'histoire du travail, dans l'histoire, je veux dire, on se dit, bon, quand même, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des travaux insupportables. Mais enfin, historiquement, ça aurait dû faire du 99%, à part quelques rentiers à la fin du 19e, aristocrates. Mais je veux dire, non, mais donc, on est dans... moi, une première chose que je voudrais dire, c'était
qu'en fait, on entend, pas forcément à Radio Notre-Dame, hein, dans une émission, mais quand même, on lit et tout, après 68, il n'y a plus de normes et tout. Moi, ma thèse est totalement opposée. On n'a jamais eu autant de normes. Exactement. Oui, mais il faut le répéter, parce que tant qu'on dit qu'il n'y en a pas de normes, Absolument. alors on a l'impression, et qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait l'anarchie. Moi, je parle de procureur mental. Ah oui. Oui, c'est Vous parlez d'une police. Non, mais on en avait. psychologique. Non, mais oui, qui était le. Non, je pense que si on veut l'avantage, excusez-moi de cette réflexion peut-être un peu déplacée, mais même par rapport à mon enfance, la religion avait une tendance à unifier les différents types de normes. Non, mais les avait essayé de les. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de principe d'unification, enfin, il y a des gens qui croient et tout, mais majoritairement, Ouais. les gens sont confrontés à des normes qui ne sont pas forcément ni absurdes, ni etc. Mais il n'y a aucun principe de coordination. Donc, c'est aussi un principe de liberté, puisque c'est à moi de les coordonner. C'est quand même extrêmement difficile, et donc, on pourrait dire même fatigant. Par soi-même, de tout. Par soi-même. Alors, moi, j'aurais voulu rajouter une deuxième chose. C'était par rapport à... Excusez-moi, c'est Blanche. Blanche. À la fois, je suis d'accord avec vous, en tant que sociologue. Sur quoi? Non, mais d'accord sur le fait que, on l'avait dit tout à l'heure, c'est des formes de compétences. Ouais. On apprend des tas de choses. Heureusement que j'ai eu des enfants, parce que ce serait pénible. Ouais. Non, mais, non, mais du point de vue culturel, Ouais. je suis obligé de lire des trucs d'avant-garde et tout. Et spontanément, non. Mais bon, justement, donc là, je suis d'accord sur le renouveau. Ouais. Et tout. Mais. Prendre soin est une chose absolument géniale. Ouais. De prendre soin. Et à la fois, on en est intimement convaincu. Et puis, toujours, on est quand même dans des sociétés qui vous renvoient un message. À part le confinement de 20 heures, après, on a oublié tous les métiers de soins, de prendre soin. Soit des personnes âgées, mais même dans les crèches, on ne recrute plus. C'est Et, vrai. et pourquoi? C'est Parce vrai. que des salaires misérables. Oui. Vous Ouais. êtes très bon en C'est plus maths. noble. C'est plus Vous noble. vous Mais êtes oui. ingénieur, vous êtes 4 sup, vous aimez les enfants, vous vous en occupez, et vous êtes travailleur pauvre. Ouais. Parce que c'est ça. C'est mal vu. Il faut, tant qu'on aura ça, je veux dire, Blanche sera formidable. Non, mais les raisons économiques, on ne l'a pas assez cité, mais c'est une vraie raison. C'est plus derrière des Oui, raisons oui. économiques, Oui. parce que c'est l'économie, Les on a Échos le l'impression... citaient la semaine dernière. Non, c'est le système. Le système, oui. Le système derrière de Mm. hiérarchisation de ce qui est bien, très bien, et Ce qui est moins bien. bon, pourquoi pas? Ouais. Non, moi je dirais et Mm. tout. C'est ça, pour moi, c'est il Ça est envoie pas là, du le rêve. scandale. Parce qu'en fin de compte, la famille, c'est-à-dire chacun d'entre nous, je veux dire, alors on vous dit vous êtes formidable et tout, puis après vous vous trouvez avec des compétences. Là, je parle, si on parlait de la traduction de la compétence, rien du tout. Puis je vous dis, si vous prenez entre parenthèses, c'est les mêmes années. Hein. Il y a eu Bayard Presse, il y a eu le travail des Bayard Presse. Attendez, reprenez votre phrase parce que Non, mais ce que je voulais dire, c'était que dans les années 60, il s'est passé plein de choses et on ne rajoute pas aussi le fait qu'on est passé de la centration plutôt sur le littéraire à la hiérarchie absolue scientifique et des mathématiques. Et ça jouait sur Mais ça la joue base de aussi natalité non, mais ça joue. Mais ça joue dans nos représentations, c'est-à-dire tout ce qui était un peu attention, parce que le littéraire, c'était quand même être une forme de sensibilité et tout. Alors, c'est bien. Ça ne compte plus comme avant. Moi, j'ai travaillé sur la lecture, j'avais des grands inspecteurs et tout. Ils disaient, faut favoriser la lecture. Alors, je disais, oui, mais mes garçons, non, parce qu'eux, ils préparent une école d'ingénieurs. Sous-entendu, c'est des valeurs formidables pour les femmes. Les femmes ne sont pas forcément enchantées seulement d'avoir... C'est des valeurs, on pourrait dire, pas universelles, mais quasiment. En tout cas, il faut réhabiliter le prendre soin, y compris dans sa dimension professionnelle. Et je pense que ça serait positif pour la natalité. C'est vrai que là, on est vraiment là où je rejoins peut-être François de Saint-Gilles, c'est de dire que là, dans le fait que la performance
trône à tous les étages, en fait. On a l'impression que la performance doit être partout, dans la maternité, la paternité, la parentalité, la scolarité, le boulot, les fringues, le niveau, les followers, enfin, tous les niveaux, en fait. Alors, il y a un grand absent dans ce débat, c'est l'inconscient, quand même. Me semble-t-il. Si les injonctions appellent à l'inconscient, en fait. Il y a quand même quelque chose qui est très important aussi, c'est le travail qu'on peut faire sur soi pour faire émerger sa part d'inconscient et qui est justement apport d'anxiété. Voilà, tant qu'on n'a pas décrypté cette anxiété, on ne peut pas aller de l'avant. Et me semble-t-il, par rapport à ce que disait Monsieur de Singly tout à l'heure, c'est que l'inconscient est malheureusement pas assez pris en compte dans notre société. C'est-à-dire que la part d'irrationnel, elle prend trop de place justement parce qu'on n'écoute pas son inconscient suffisamment. On en est l'esclave, on en est captif. Et donc, si on arrive à le connaître et à l'apprivoiser, on est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus détendu et on est aussi beaucoup plus conscient de ce qu'est un choix réel, un choix objectif. D'où le fait que vous, par exemple, vous invitez vos lecteurs à s'interroger quand on est un peu bloqué par rapport à cette question, à d'avoir un enfant ou pas. On est tout à fait dans notre sujet du jour. Ai-je réellement été désirée par ma mère? Est-ce que je me sens suffisamment adulte mature pour devenir mère? Qu'ai-je fondamentalement envie d'expérimenter en cette vie? Moi, X, suis-je vraiment faite pour devenir mère? Est-ce vraiment là où je suis appelée en tant que femme? Ou ai-je une autre voie prioritaire? En fait, c'est le questionnement finalement. Vous invitez à se questionner. C'est ça que vous invitez les personnes à se faire, les couples. C'est de la maïotique socratienne. Tout simplement, à s'interroger, Blanche. Après, il y a aussi quand même, tout ça, je suis parfaitement d'accord. Il y a aussi quand même la société, est-ce qu'elle favorise ou est-ce qu'elle favorise pas aussi les femmes et les couples à avoir des enfants? On voit qu'il y a quand même un lien aussi profond entre les pics de fécondité, etc., et les politiques familiales qui sont décidées. Et en particulier, il y a un lien très fort entre tout ce qui est fait pour aider les femmes à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, et tout ce qui est autour de l'accueil de l'enfant, tout ce qui est petite enfance en fait. Et ça, c'est aussi des leviers qui sont importants parce que quand on ne sait pas où on va aller, quand on ne sait pas si on sera soutenu, si on va y arriver, c'est extrêmement difficile. Et on parlait de charge mentale et de burn-out, etc. Il y a aussi, pour beaucoup de femmes, et ça c'est peut-être moins étudié, une énorme charge mentale due au fait qu'elles sont obligées de travailler en fait. Et qu'elles ne le souhaiteraient pas forcément, mais financièrement, elles ne s'en sortiraient pas. Il y a le problème des familles monoparentales, on n'en a pas parlé, mais c'est énorme en fait, le nombre des familles monoparentales et leur pauvreté. Voilà, c'est des sujets vraiment importants. D'autres émissions, on vous le promet, auditeurs, auditrices. Dites-nous d'ailleurs si ça vous ferait plaisir, Hélène Monet, François de Singly, Blanche Trèves. Eh bien, merci, chers amis. Nous sommes allés au bout de cette émission. Je l'espère en tout cas pour nos auditeurs. Écrivez-nous sur la page de l'émission. Très bonne soirée à tous.